Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le président de la République, Ange Razouel, a dissous le gouvernement de Tsai Christian. En parallèle, les dépôts de CV est ouvert aux Malagasy souhaitant apporter leur contribution au développement du pays. Les détails. Un grand changement s'annonce pour Madagascar avec la mise en place du nouveau gouvernement, selon le discours prononcé hier par le président de la République, Ange Razouel. Dans la soirée, il a en effet dissous le gouvernement dirigé par le Premier ministre Tsai Christian, estimant que l'écoute du peuple, qui doit être une priorité, faisait défaut. Il a ajouté que le nom du nouveau Premier ministre sera connu dans un délai de 3 jours, suivi de la formation du gouvernement. Le chef de l'État a également encouragé les jeunes, véritablement déterminés à contribuer au développement du pays, à envoyer leur CV par mail à l'adresse communication@presidence.gov ou via la page LinkedIn Présidence de la République de Madagascar. En attendant la nomination des nouveaux membres du gouvernement, ce sont encore les ministres actuels qui expédient les affaires courantes et assurent la gestion des services publics. Et le président de la République, Ange Razouel, a également annoncé des mesures de soutien pour les entreprises victimes des récents pillages liés aux manifestations de la génération Z. Entre prêts dont l'État prendra en charge les intérêts, subventions et allègements fiscaux, plusieurs dispositifs sont envisagés pour relancer les activités et préserver les emplois. Détail avec Miarvoulat Sfiran. Les opérateurs économiques et propriétaires d'entreprises ayant été victimes des récents pillages survenus pendant les manifestations menées par la génération Z feront l'objet d'une attention particulière de la part de l'État. C'est ce qu'a annoncé hier le président Ange Razouel dans son discours. Selon lui, des prêts à taux zéro seront accordés pour aider ces entreprises à se relever, et c'est l'État qui prendra en charge des intérêts. Des discussions ont déjà eu lieu avec les banques privées à ce sujet. Par ailleurs, des aides spécifiques ou subventions seront octroyées aux entreprises fragiles et des allègements fiscaux sont également envisagés. Dimanche dernier, le président de la République s'est rendu sur les sites des entreprises détruites et pillées. Ces actes ont provoqué la perte de milliers d'emplois et touché plusieurs secteurs d'activité. Le président a également confirmé hier la mise en place de cellules anti-pillage. Celle-ci est dotée de véhicules de force de l'ordre patrouillant dans toute la ville afin de rétablir rapidement l'ordre public et la sécurité. Ange Razouel n'a affirmé qu'il n'aura aucune démence. Ceux qui sèment le désordre, détruisent ou pillent les biens d'autrui seront sanctionnés conformément à la loi. Le chef de l'État a aussi appelé les comités de vigilance locaux à unir leurs forces dans ce combat. Pour l'heure, aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué concernant les entreprises touchées, mais les pertes subies sont estimées à plusieurs milliards d'ariary. Toujours en politique, les députés appartenant à la plateforme politique IRMAR ont fait une déclaration hier soir à l'Assemblée nationale pour réaffirmer leur soutien au président de la République et rappeler le respect des lois en vigueur dans le pays, notamment la Constitution, face aux manifestations et aux prises de position dans la rue. Ils ont souligné à cette occasion que les mouvements pacifiques menés par les étudiants ne doivent pas être détournés pour provoquer des troubles ou menacer l'ordre public. Ces députés ont également condamné les violences et exprimé leur compassion envers les blessés et les familles des victimes. Madagascar est un État de droit. C'est ce que les députés de la majorité issus de la plateforme politique IRMAR à l'Assemblée nationale ont tenu à rappeler hier étant donné la situation actuelle. Ils condamnent les violences et se disent solidaires des blessés ainsi que des familles endeuillées suite aux événements. Ces députés du groupement IRMAR rejettent également toute tentative de récupération des manifestations de la jeunesse à des fins personnelles ou politiques, en particulier par certains parlementaires qui veulent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont en outre réaffirmé leur soutien au président de la République ainsi qu'aux mesures qu'il prend pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Il convient de noter que cette déclaration des députés du groupement IRMAR a été faite hier soir à l'Assemblée nationale. Ils ont précisé que ceux qui étaient présents représentaient l'ensemble des députés élus sous la bannière orange qui partagent la même position et le même engagement.
L'objectif commun des syndicats est de rechercher des avantages liés au travail selon le syndicat des paramédicaux fonctionnaires. Cependant, ils estiment que la situation actuelle ne doit pas être exploitée. Les paramédicaux fonctionnaires continuent d'exercer leurs activités normalement, a déclaré le syndicat aujourd'hui. Plus de 10 syndicats existent au sein du ministère de la Santé publique. L'objectif commun de ces syndicats est de rechercher des avantages liés au travail selon les professionnels de santé, mais chaque syndicat a sa propre méthode et vision pour y parvenir. Pour les syndicats des infirmiers et des sages-femmes fonctionnaires, les aspects techniques ne doivent pas être mêlés aux actions politiques face à l'existence de quelques syndicats qui exploitent la situation actuelle. Comme par le passé, les syndicats des infirmiers et sages-femmes fonctionnaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue et l'écoute mutuelle. Concernant la question de l'avancement pour les professionnels de santé, le directeur des ressources humaines au sein du ministère a donné des explications à ce sujet aujourd'hui. Il a indiqué que la préparation de l'avancement pour les professionnels de santé à travers l'île se poursuit, mais que certaines étapes doivent être respectées pour sa mise en œuvre. Pour rappel, des représentants des professionnels de santé, comprenant des représentants des médecins paramédicaux et des techniciens, ont déclaré hier qu'ils poursuivent leurs activités quotidiennes par respect de leur serment et dans l'intérêt de ceux ayant besoin de services de santé. Dans les actualités également, la majorité des grandes surfaces de la capitale ont rouvert leurs portes à partir d'aujourd'hui. De nombreux clients sont déjà venus faire leurs courses. Les habitants d'Antananarive reprennent peu à peu leur vie quotidienne. Fadjessena Mireille, Yves Janel. Après avoir été contraintes de fermer depuis vendredi dernier, à la suite des pillages et troubles survenus dans la capitale, les grandes surfaces d'Antananarive ont rouvert ce jour. Dès le matin, une forte affluence a été constatée dans ces lieux, provoquant d'importants embouteillages, notamment dans le quartier d'Ankourndjan. D'après les informations, toutes ces grandes surfaces fonctionnent désormais selon leur horaire habituel. Du côté d'Analakel et ses environs, les commerçants de fournitures scolaires, de vêtements et divers articles ont également repris leurs activités. Ainsi, malgré la persistance d'un sentiment de peur et d'inquiétude après les récents événements, la population de la capitale retrouve peu à peu le rythme de la vie quotidienne. Alors que les écoles catholiques continuent de suspendre leurs cours, des établissements privés ont choisi de rouvrir leurs portes dès hier. Parmi elles, cet établissement privé situé à Mboucharab. Une mesure a également été prise en cas de suspension des cours. Les élèves recevront des polycopes pour assurer la continuité de leur enseignement. Les détails sur les images de Yves Janel. Dans un établissement scolaire d'Amboucharab, district d'Avaradjan, les élèves des collèges et des lycées ont déjà repris le chemin de l'école hier après l'interruption des cours vendredi dernier. Aujourd'hui, ce sont les plus petits de la maternelle jusqu'à la classe de 7e qui ont repris. Cependant, tous les élèves n'étaient pas encore présents ce jour selon les explications. Face à une éventuelle persistance du climat d'insécurité, l'établissement affirme avoir déjà prévu une stratégie pour assurer la continuité des cours. Quoi qu'il en soit, les élèves ont suivi les cours de 8h à 11h aujourd'hui. Et les manifestants ont poursuivi leur mouvement aujourd'hui. Ils ont insisté pour rejoindre la place d'Ambouzatouf, malgré les discussions menées avec les forces de l'ordre à Antananj, qui leur avaient proposé de tenir les manifestations dans un espace ouvert autorisé. Les détails. La stratégie des manifestants a changé aujourd'hui. Ils ne sont plus partis uniquement d'Akatsu, mais ils se sont regroupés à partir de différents points de la capitale. Les forces de l'ordre étaient présentes tout au long du parcours, car l'accès à la place d'Ambouzatouf ne leur avait pas été autorisé. À Antananj, un échange a eu lieu entre les forces de l'ordre et les grévistes. Cependant, certains ont tenté de forcer le passage, ce qui a contraint les forces de l'ordre à les disperser à l'aide de gaz lacrymogène. Vers 16h, les manifestants ont pu entrer à Mbouizatouf, mais une fois sur place, ils voulaient rejoindre la place du 13 mai. Les forces de l'ordre, de leur côté, ont tenté de les disperser avec de la bombe lacrymogène.
Dans un tout autre sujet, un avion de la compagnie aérienne TOA a acheminé ce matin des fonds destinés à l'agence de la Banque centrale de Madagascar à Antsiranana. Conformément à son statut, la Banque centrale de Madagascar demeure la seule institution habilitée à approvisionner ses agences en liquidité. Les détails. La Banque centrale de Madagascar a tenu à apporter des éclaircissements aujourd'hui face à la diffusion sur les réseaux sociaux de rumeurs semant la confusion auprès du public. Selon les explications, l'institution utilise pour ses opérations soit des véhicules blindés de transport de fonds, soit des avions affrétés auprès de compagnies aériennes nationales comme Madagascar Airlines, TOA, MTA, entre autres, pour approvisionner ses agences répartis à travers tout le territoire. En effet, le statut de la Banque centrale prévoit clairement qu'elle est la seule à disposer de ce pouvoir d'approvisionnement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Antsiranana. La Banque centrale en a profité pour condamner fermement la propagation de fausses informations concernant ses missions. La circulation des fausses informations est punie par la loi, selon elle. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit lundi à Washington soutenir le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre tout en menaçant de terminer le travail si le Hamas le rejette. Le Hamas serait actuellement en train d'examiner la proposition. France 24. C'est un plan qui suscite l'espoir aux quatre coins de la planète, du Canada à l'Australie en passant par l'Inde de Narendra Modi ou l'Espagne de Pedro Sanchez, pour qui il est temps de mettre un point final à la souffrance des Gazaouis. Il est temps que cesse la violence, que tous les otages soient libérés immédiatement et que la population civile à Gaza ait accès à l'aide humanitaire. Un accueil positif et une déferlante de compliments pour Donald Trump à l'origine du plan. Ceux de l'autorité palestinienne d'abord, qui salue les efforts sincères et déterminés du président des États-Unis et qui lui accorde sa confiance pour trouver le chemin vers la paix. Un communiqué qui fait écho à celui de 8 pays arabes et musulmans, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, qui saluent eux aussi les efforts sincères de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Seule voix discordante, celle du djihad islamique qui dénonce une recette pour la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien, et celle du secrétaire général de l'Initiative nationale palestinienne. Dans une interview accordée à la BBC, Mustapha Barghouti considère ce plan qui marginalise l'autorité palestinienne comme une menace. S'il s'agit de contraindre l'autorité palestinienne à n'être rien d'autre qu'un sous-agent de sécurité pour Israël, qui continue non seulement l'occupation, mais aussi la construction de colonies illégales sur les terres de la Cisjordanie, détruisant par là même tout potentiel de paix et tout potentiel pour un État palestinien, alors cela n'est pas acceptable. Reste à savoir si ce plan verra le jour. Pour Emmanuel Macron, le Hamas n'a d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages et suivre ce plan. Mais rien n'est moins sûr. Pour l'heure, le Hamas affirme qu'il étudie la proposition. L'élection présidentielle au Cameroun est prévue le 12 octobre prochain. La campagne a débuté ce week-end avec les rassemblements politiques des principaux opposants qui se présentent face à Paul Biya, grand favori du scrutin. France 24. Rassemblés sous une pluie fine à Douala, les partisans de l'UNDP acclament leur candidat. Pour son premier meeting de campagne, l'ancien ministre du Tourisme Bello Bouba Maïgari appelle ses soutiens à voter en masse le 12 octobre prochain. Sortez massivement. Ne laissez pas d'autres décider à votre place. Allez réclamer vos cartes d'électeurs. Plusieurs partis d'opposition se sont rassemblés dimanche à Douala, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle camerounaise. Près d'1 millier de personnes ont notamment assisté au discours de Cabral Libri, candidat du PCRN arrivé en 3e position en 2018. À 45 ans seulement, sa jeunesse représente un atout de taille pour des électeurs camerounais avides de changement. Nous voulons une nouvelle personne dans le gouvernement. Parce que depuis que moi je suis né, je ne connais qu'un seul président. Si pour une fois il faut une nouvelle, un jeune comme Cabral, c'est pourquoi moi je le soutiens. Je soutiens son initiative.
Grand absent de ce début de campagne, Paul Biya se trouve actuellement en Europe pour un voyage dont les motifs exacts n'ont pas été dévoilés. Le président sortant, qui à 92 ans brigue un 8e mandat consécutif, a dévoilé samedi son clip de campagne. Une vidéo surprenante, très commentée sur les réseaux sociaux, notamment pour son recours à des images générées par l'intelligence artificielle. Pour terminer, la 36e édition de la traversée entre Gorée et Dakar s'est tenue ce dimanche. 900 nageurs ont tenté leur chance sur ce parcours de plus de 5 km. France 24. Des bonnets de bain colorés à perte de vue sur la plage de la Voile à Dakar. Ces centaines de nageurs s'apprêtent à prendre le départ d'une course mythique, celle qui relie la capitale sénégalaise à l'île de Gorée 5 km plus loin. 900 participants se sont donné rendez-vous pour une traversée sportive et hautement symbolique pour la région. On va vers une île pleine d'histoire et aussi ça nous permet un peu de nous rappeler de l'histoire de Gorée avec l'esclavage qui est passé par là et tout. Donc c'est vraiment au-delà de la compétition et tout, de la traversée, c'est également un moment de commémoration. Dans cette course ouverte aux professionnels comme aux amateurs depuis 1985, les participants donnent le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout. Cette année, et pour la 4e fois consécutive, c'est Ousseynou Diop qui remporte le trophée. Cette traversée n'est pas facile. Elle demande beaucoup d'entraînement et de sacrifices. Nager 5 km, ce n'est pas une mince affaire. Et je m'entraînais matin et soir. Et aujourd'hui, je suis sorti vainqueur. Les organisateurs se félicitent d'un tel engouement, notamment auprès des plus jeunes, alors que le pays accueillera en 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.